Bonsoir Nathalie. Bonsoir, Dieudonné. Bon, alors le jugement est tombé, le verdict est tombé ce soir. Oui, j'en sors, tout simplement. Je viens d'en sortir. Alors raconte-nous, quel est ce verdict? Alors, le verdict, il y a eu 4 accusés qui ont été condamnés à des peines de 4 à 9 ans. Donc, il y en a 2 qui sont partis ce soir directement en prison pour 4 ans et 5 ans. Les 2 plus grosses peines, les 2 accusés, ceux qui ont vraiment commis l'acte en lui-même et qui ont appelé Les deux assassins, ouais. les 2 vraiment assassins sont en fuite. Hier, ils ont été au tribunal jusqu'à 19h. Et ce matin, il y en avait un qui était en fuite avant l'audience et il y en a un qui est parti en fuite depuis hier. Celui qui a été condamné à 9 ans ferme. C'est le Dan Lampel, c'est ça? Dan Lampel, voilà, tout à fait. Et donc lui, il s'est enfui. Il s'est enfui, oui, tout à fait. Il y a un mandat un mandat de recherche international. Voilà, il y a un mandat d'arrêt international, oui, contre lui et Dan Salem aussi. D'accord. Voilà. Et c'est quand même complètement incroyable parce que vous aviez demandé, c'est bien ça, qu'il y a un mandat de dépôt au Il y a moins un au mandat moment. de dépôt et la juge n'a pas voulu me suivre, leur a fait confiance. Malgré que déjà ils avaient tenté, Dan Lampel qui a fui aujourd'hui avait tenté de fuir mais il est revenu par rapport à la demande de ses avocats. En plus, il a déjà tenté de fuir. Il a fui déjà en Israël une fois. D'autant plus il était en liberté surveillée. Il avait un contrôle judiciaire. Voilà, et il s'est pas. permis de partir comme bon lui semblait, comme il a fait hier d'ailleurs. Voilà. Complètement hallucinant Ah ce qui oui, est en très train de se hallucinant. passer, c'est-à-dire que on est dans une affaire de meurtre en bande organisée et l'assassin, le meurtrier, est à la barre la veille et il s'enfuit. Au moment, il a écouté son verdict, c'est ça? Et en fait, ils ont entendu Oui, l'avocat général demander les peines entre 6 et 12 ans. Et je pense que il pensait s'en sortir parce qu'au procès, il était très arrogant. Et quand il a entendu l'avocat général, ça s'est déstabilisé hier pour lui. Et les plaidoiries ont été de ses avocats sur toi, de Dieudonné, parce qu'on avait on avait l'intention que c'était pas le procès de Saïd, c'était ton procès, parce que tu m'as tendu la main comme tu me tends aujourd'hui, et eux, pour toi, c'est quand t'es venu me soutenir à l'audience, t'avais fait peur aux avocats, très peur. Oui, j'ai appris ça, qu'ils ont dit qu'ils avaient entendu la haine, ou je sais pas quoi, vous avez Oui, vu le oui. regard de haine. Voilà, tu as eu un regard très assaillant à leur égard, hein, comme d'habitude. Hein. Le regard de la haine. Voilà, mais eux... Alors que ils étaient là pour défendre un assassin qui s'est enfui. Voilà, exactement, tout à fait, mais ils n'ont pas parlé beaucoup de leur défense, ils ont parlé de toi. Putain, t'es fou. Fofana... parce que moi, je m'autorise ce parallèle, en fait. Vous pouvez, parce qu'on m'a parlé de ça. Il y avait l'avocate Diane Halimi. Ah ouais? Qui m'a dit qu'elle était avocate Diane Halimi. Et elle m'a parlé de toi vis-à-vis de ça. Ah oui, très clairement dans sa plaidoirie. Ah oui, elle a fait allusion à l'affaire Fofana. Mais évidemment qu'elle peut faire allusion. Voilà, tout à fait, parce qu'on a l'impression... Et le parallèle, c'est que Fofana, ils sont allés le chercher, évidemment, en Côte d'Ivoire, dans son pays. Tout à fait. Et là, Dan Lampel, je pense qu'on ne pourra pas le récupérer, lui. J'imagine que... S'il est parti, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, même là, à cette heure-là, il est en Israël. Hein. On peut même imaginer, oui, avec des passeports, un passeport israélien avec un autre nom. On peut même imaginer qu'il est pas... Enfin, vu comment le comportement du parquet, et notamment du tribunal, à son endroit, enfin de la cour, qu'il a laissé comme ça en liberté, qu'il a laissé apprécier en fait, est-ce que je veux faire 12 ans ou pas? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, en plus, ils ont demandé pendant les plaidoiries l'acquittement, carrément. Ils avaient demandé l'acquittement. Non, mais c'est vraiment une affaire qui est complètement où on va, hein, scandaleux. C'est-à-dire que, et là, vraiment, j'espère que tous ceux qui nous regardent sont conscients du 2 poids 2 mesures. Ils appartiennent bien à la LDJ. Moi, aujourd'hui, j'ai été suivie au tribunal par des gens de la LDJ.
Donc en plus, tu as été menacé par les gens de la LDJ. Moi, j'ai eu leur pression tout le temps. Ce que tu ne dis pas, évidemment, c'est que toutes les épreuves que tu as traversées, tu as perdu quasiment l'usage de la vue. Là, je suis en train de te parler, mais je t'entends, mais je ne te vois pas. Je souhaiterais faire un appel parce que je ne peux pas, pour l'instant, me payer une quelconque opération. Mais c'est vrai que je rechercherais à l'heure actuelle un médecin qui peut me sauver les yeux et ma vue. J'espère vraiment qu'il va y avoir un vrai élan de solidarité. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France des individus qui s'amusent avec la justice, qui tuent, des assassins qui tuent, et qui apprécient un jugement, ils l'anticipent et qui décident de partir. Et ça, c'est absolument inconcevable. C'est-à-dire, il y a réellement 2 poids, 2 mesures. Exactement. C'est un crime raciste. Saïd a été exécuté sur son lieu de travail. C'est un crime en direct. Et puis, pour eux, qu'il fallait un arabe en moins, comme ils le disent dans leur chanson de la part de Hulkan. Quand ils disent merguez en moins et que son fils le rejoigne, donc mon fils qui est encore vivant, mais qui n'a plus de papa, se permettent de dire qu'il ferait mieux de... Toutes les merguez devraient mourir dans le canal. C'est qui les racistes? Je me demande. C'est qui les racistes? Là, je vais porter plainte contre la justice parce que j'avais demandé un mandat de dépôt. Ils ne l'ont pas fait. Je n'ai même pas été accompagné une fois par la police. Ils ont été accompagnés du jour au procès jusqu'à ce soir. J'ai eu aucune sécurité. Si vous étiez pas là, si les gens qui m'encadrent n'étaient pas là, j'aurais eu aucun soutien et aucune sécurité. Et après, ils se prétendent de se dire qu'est-ce que je fais à côté de Dieudonné. Mais moi, je suis très fier d'être à côté de toi aujourd'hui et je te remercie de me tendre encore la main. Écoute, c'est moi qui est très fier d'être à côté de toi. Je pense que Saïd, là où il est, en tout cas, il doit savoir que il y a quand même sa femme qui est là, puis des hommes qui sont debout et qui comprennent pas. Et on n'a pas envie que ça se reproduise. Et de savoir que les meurtriers sont en fuite, alors qu'ils étaient évidemment avec le soutien du système. Comment un meurtrier peut se présenter à la barre, écouter ce que l'avocat général a lui reproché, et prendre, évidemment, il sait qu'il va prendre de la prison ferme, il le sait, et il décide de partir. Comment ça se fait? Voilà, libre. Est-ce qu'on a laissé cette chance à Fofana? Ah non, lui, on est parti le chercher. Je cautionne pas ce qu'il a fait. Ben évidemment qu'on cautionne pas. Mais je pense qu'on a le droit à tous la même justice. Voilà, pour moi, j'ai appris à te connaître depuis 5 ans. Il faut que tu saches que tu es un être humain avant tout. Et pas, je pense que aussi, tu as une force de dire les choses, ce que les gens pensent tout bas. Et toi, tu le dis tout haut. Et il faudrait qu'ils arrêtent de s'acharner sur un homme comme toi. Il ferait mieux d'aller voir ailleurs et d'ailleurs aller rechercher le meurtrier de Saïd. C'est ça que je trouve. Effectivement, tu as raison. Moi, je me retrouve condamné pour des propos qui sont absolument pas condamnables. On me propose d'aller... c'est normal. On me propose d'aller... ils veulent me condamner à de la prison. Et des meurtriers aujourd'hui sont laissés libres parce que c'est la volonté aujourd'hui du système et de la justice que de laisser partir, tu leur avais demandé, tu leur avais dit, ces gens-là vont s'enfuir. Oui, tu leur ai dit à la barre, je sens qu'ils vont s'enfuir. Je leur ai dit. Qu'est-ce que l'idée de faire appel ou qu'est-ce que ça a été Alors, ils vont faire appel eux sûrement. Ils me disent que non. Ils sont venus à côté dire la famille n'a pas de souci, on fera pas appel. Parce qu'ils ont peur de prendre plus, je pense. Voilà, les peines, moi, sont pas satisfaisantes, mais déjà, on a eu une peine. Je ne pense... Il y en a 2 la soeur qui dorment en prison. Et j'ai refusé leurs condoléances. Je me croyais au théâtre. Au théâtre. Le gars, il a pleuré, se Dan Lampel, en pleurant des excuses. Et évidemment, après avoir entendu ce que le procureur avait à lui dire, il s'est enfui. Il m'avait promis de ne pas se sauver, que j'avais tout son soutien, qu'il serait là, qu'il accepterait sa peine. Encore un mensonge de plus de leur part, parmi tant d'autres. Voilà, et puis il n'est plus là. Il est plus là. Et là, il n'est pas en France, je ne pense pas. Merci la justice française. Merci. C'est vraiment... Là, on est en confiance. Oui, tout à fait. Au lieu d'embêter M. Mbala, Dieudonné, il y a d'autres choses à faire. On m'interdit de jouer, on me dit
je suis montré du doigt comme étant un assassin, un criminel. Oui, tout à fait. Et les véritables criminels, eux, mais eux, on organise. Vraiment, voilà. Moi, j'ai un véritable homme et être humain à côté de moi. J'ai pas un criminel, du tout. Du tout. Et puis, je tenais à dire à Madame Ruth, ni Dieudonné, ni moi, on a le sang d'Iliane Halimi sous les mains. On n'accepte pas ce qui lui est arrivé. Pas du tout, on est des êtres humains, nous. Oui, je pense, et c'est bien que tu en parles, et je pense qu'il faut réitérer cette main tendue, oui. Cette main... rencontrez-vous, Madame Halimi, rencontrez Nathalie. Parce que si on veut qu'un jour la paix existe, il faut que justement des femmes comme vous témoignent. On commence par là. Ouais, on commence par là. Se retrouvent. Tu as raison d'en parler. Oui, tout à fait. Et puis même Monsieur Mbala est ouvert au sujet. C'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un de très. Si déjà vous arrivez vous les femmes à vous rassembler dans cette souffrance, ce serait formidable. Tout honneur. Oui. Et puis qu'elles viennent justement là. L'assassin Ruth Halimi, l'assassin du mari de Nathalie, il est en fuite. Il est comme vous, il est juif et il a choisi de partir en Israël. Donc c'est à vous maintenant de dire, de dénoncer cette mascarade de justice. Voilà. C'est à vous de vous rapprocher effectivement de Nathalie. Vous avez une responsabilité, Ruth Halimi. Oui, tout à fait. Saisissez-la. Manuel Valls, où es-tu encore Manuel Valls, qui effectivement est lié de manière éternelle à l'État d'Israël. Tout à fait. Donc là, on le voit effectivement qu'il est lié de manière éternelle à l'État d'Israël. Mais nous, on n'est pas liés de manière éternelle à l'État d'Israël. Et on ne baissera pas la tête devant lui. Est-ce qu'on a le droit de vivre dans ce pays? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une justice la même que celle qu'a obtenue Ilan Halimi? Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que Nathalie a le droit à cette justice? Non. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu procès. Mais on va exfiltrer vers Israël le meurtrier. Voilà. Oui. C'est la France, c'est en 2015, c'est aujourd'hui. Donc, tout mon soutien, Nathalie, merci on est avec toi. Et puis, embrasse bien Yacine. Oui, je ferai un gros bisou de ta part. Et puis, le combat continue. Vous êtes conseiller régional Front National du Languedoc-Roussillon, vice-président du Front National et compagnon de la présidente, Marine Le Pen. Si un jour vous mariez, elle va s'appeler Alio Marine. C'est pas... pas terrible, hein? C'est vrai. Vous allez vous marier? Je ne sais pas. Vous en parlez quand même? Quelquefois, oui. Ah oui. Alors, vous êtes né le 4 septembre 1969 à Toulouse, père ariégeois, mère algéroise. Alors, le père de votre mère était juif. Vous êtes juif, Salomon? Oui, c'est ça. Là, je peux pas rester indifférent à la quenelle que t'as fait Marine. Bon, Marine, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble? Hein, pour 2017, on leur fait la surprise. But that's because you've never been told what the origin of Nazi is. NA is National Socialism, which was the German Nazis. And in 1923, there was a double agent who came to Hitler, and he said to Hitler, look, your Nazi party is not, your National Socialist Party is not getting off the ground. You need an alliance. And he suggested that they ally with the Zionist Party.
So the NA of National Socialism joined with the Zionist Party in the World Zionist Party in 1923, and ever after was known as the Nazis, NAZI. Bonjour, c'est une vidéo aujourd'hui pour montrer toutes les informations sur la Russie et Vladimir Poutine que Alain Soral et Égalité et Réconciliation ne vous diront pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne montrent pas ces informations-là, peut-être parce que ça dérange leur version glorieuse de Poutine. Mais bon, je crois qu'il est temps de mettre tout ça au grand jour et de vous les montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que Soral vous cache sur Poutine, qui viennent
confirmer ce que Pierre Hilard explique en fait, que Poutine fait partie de la famille mondialiste. Bon, tout d'abord, en pleine crise ukrainienne, Henry Kissinger, tout le monde sait c'est qui, soutient Poutine dans le Washington Post. Ça, Égalité et Réconciliation se sont bien gardés d'en parler. Hein. Kissinger explique bien ce que Pierre Hilard lui-même a expliqué, que l'Ukraine ne doit pas être une pomme de discorde entre l'Est et l'Ouest, mais un pont entre les deux. Bref, vous voyez le tableau un peu. Donc ça, Soral ne vous l'a pas montré. Soral ne vous a pas montré aussi que la Russie a embauché Goldman Sachs pour améliorer son image pour les investisseurs étrangers. Hein, il y a beaucoup de monde qui ont recommandé ça. Hein. Ils sont des milliers de Français à avoir vu cette information. Donc on est beaucoup à comprendre ce que Pierre Hilard explique, sauf que Alain Soral cache tout ça, lui, bien évidemment, parce que lui, il aime Poutine, il tripe sur Poutine. Il se plante complètement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, la Russie embauche Goldman Sachs pour améliorer son image. Ça, c'est Lloyd Blankfein, le juif qui contrôle Goldman Sachs. Vous savez tous qui est ce type, un des pires escrocs des banques américaines, mais c'est ça. Il serre la main à Dimitri Medvedev, c'est des grands amis. Hein. Poutine a décoré les PDG des groupes Eni et ExxonMobil. Eni, c'est un groupe pétrolier italien. ExxonMobil, c'est le plus gros groupe pétrolier au monde avec Shell. C'est le groupe américain des Rockefeller. Donc, Poutine, en 2013, le 21 juin 2013, ça fait moins d'un an et demi de cela, a décoré le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson. Ah, tiens donc. Sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et que la famille Rothschild aussi, c'est quand même ironique, hein? Vous comprenez les liens que Poutine a avec ces gens-là maintenant. ExxonMobil, pour un petit rappel, créé par John D. Rockefeller, hein? On le voit bien ici. Donc, c'est ce groupe, ExxonMobil, qui compte comme actionnaire le groupe State Street Global et BlackRock et toutes les banques américaines. Hein? Donc, on sait qui contrôle toutes ces multinationales américaines-là. Donc, on ne peut pas se le cacher après ça. Bon, maintenant, ExxonMobil a commencé, il y a tout juste quelques mois de cela, à forer du pétrole dans l'Arctique russe en partenariat avec, Rosneft, la compagnie publique russe contrôlée par Poutine. Une autre information que je crois que ça vient prouver ce qu'on dit. Donc, sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et qu'ExxonMobil travaille avec Poutine en Arctique russe, je crois que ça veut tout dire. Hein? Maintenant, l'Union eurasiatique que Poutine a créée, eh bien, l'Union européenne est le modèle de cette union. Donc ça aussi, Pierre Hilard l'avait bien dit. Et c'est le vice-premier ministre, c'est le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Igor Chouvalov, qui le confirme dans une interview de Le Monde. Il explique que l'Union eurasiatique n'est pas du tout une récréation de l'Union soviétique, mais bien a pour modèle l'Union européenne. Donc c'est carrément une deuxième Union européenne qui se crée. Donc si vous n'aimez pas l'Union européenne, comment pouvez-vous aimer cette union-là, qui est une copie de l'Union européenne, créée par Poutine? Une autre preuve que Soral ne vous montrera pas. Bon, on va continuer maintenant. Les amis de Poutine. Eh bien, Poutine, il n'y a pas si longtemps que cela, le 3 juin 2014, a reçu son ami Sarkozy. Ensuite, il a reçu aussi Silvio Berlusconi, hein, ce fameux chef d'État italien qui s'amusait à baiser des putes et qui, on le sait, est un grand ami des États-Unis et tout. Bon, mais c'est un ami de Poutine, ça aussi. Et maintenant, on va aller dans le plus lourd un peu. On avait Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Pour petit rappel, Gerhard Schröder, c'est ce chancelier allemand qui a signé le pacte germano-américain pour le 21e siècle, hein, l'alliance germano-américaine. Eh bien, Gerhard Schröder a travaillé pour la banque Rothschild. Gerhard Schröder a ensuite été embauché par Gazprom. Gazprom, c'est la compagnie à qui? À Poutine. C'est la compagnie publique russe que Poutine contrôle. Et Gerhard Schröder est allé fêter ses 70 ans avec Poutine. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, commencez-vous à comprendre. Schröder qui a signé l'alliance avec les États-Unis pour le 21e siècle. Ce même Schröder qui a travaillé pour la banque Rothschild. Ce même Schröder qui travaille désormais pour Gazprom et qui a fêté ses 70 ans avec son ami Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est toutes les petites informations que Soral et Égalité et Réconciliation ne vous montrent pas, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y en a une autre très intéressante. C'est cette fameuse rumeur comme quoi les BRICS et la Russie et la Chine veulent dédollariser le monde. Eh bien, sachez que ça fait aussi partie du plan de l'oligarchie mondialiste. Ils veulent mettre le dollar à terre et l'euro à terre pour mettre une monnaie internationale du FMI, le Bancor. Et devinez qui a présenté cette monnaie au G8 du 10 juillet 2009 en Italie?
Nul autre que le président russe de l'époque, Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine. Il a bien expliqué, Medvedev, qu'il s'est fait proposer par les FMI une monnaie internationale qui est censée remplacer le dollar et l'euro lors du prochain crash. Donc c'est à ça qu'elle va servir votre Russie poutinienne, à littéralement faire avancer le plan mondialiste pour le gouvernement mondial. Questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket, there is a supranational coin, which was a gift given to me. Unité dans la diversité, ça c'est typique du mondialisme. Hein? N'oubliez jamais cette devise. International currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is... aussi un enfant. Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1. Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours. Vous en avez un aujourd'hui. Bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà la salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Fous-moi le camp, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames, nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça, hein? On n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça. Hein. Deux hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets et les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne pense pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment, monsieur Bellinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an,
un mois, une semaine, une minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois, là, les haricots, là, qui n'a pas les pattes. Lui, ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même, si. Les Japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle, parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font le judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça n'est pas de ta faute. C'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein? Jeune, avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure un utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites tiens, un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu ici, monsieur Maruzotti, là. Maruzotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein. Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier. Bon, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie. Ah, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Oh putain, ah non, là voilà un mur infranchissable. Tu te fais buter. Hein. Aucun humoriste ne s'y est risqué, aucun journaliste. Non. Moi, même le fait d'en parler, ça fait peur. Ça me fait peur.
Moi, j'ai eu la chance de voir 2 jeunes gens à la fin du spectacle, les fils d'un haut magistrat, un mec très important dans la région du Sud. Là. Et il s'était fait buter parce en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc dégueu. À la fin, j'ai dit, ah non, arrêtez. Oui, mais non, partez. Quoi? Montre? Oh la vache, hein? Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non. Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. Donc, ah non, même les flics. Hein. Les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, des flics ont enquêté, ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a 2 ans de la retraite, c'est dingue. Hein. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Et c'est possible à 57 ans? Ah non, quand écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs... nous, on ne peut pas comprendre. Le pouvoir rend fou. Hein. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, des trisomiques. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essayez du champagne, toi? Non plus. Non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Je pense qu'on peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, il faut essayer de les comprendre. J'ai essayé de réfléchir. Je lui dis en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 trisomiques. Non, mais je dis pas que c'est bien. J'essaie de comprendre. Puis il y en a peut-être, tu vois, à un moment donné, dans le cursus, c'est, tu vois, le flingue sur la tête. Hein, tu veux faire partie du groupe, allez, viole le gosse maintenant, viole. Alors, le mec, il est là, bon, le gosse, il est à moitié en quitte. Il se dit, non, mais c'est vrai, il se dit, bon, il est à moitié mort. Bon, je vais pas lui retirer ses plus belles années. De toute façon, celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Si on les considérait comme de la merde, c'est peut-être qu'on est un peu de la merde pour certaines personnes. Hein, c'est possible aussi. Hein. Je veux dire, quand j'écoutais, à la fin, j'avais plus du tout d'espoir. Plus aucun espoir. Je veux dire, ah non, l'espoir, je n'ai pas ce vice. Hein. J'étais resté professionnel avec eux. Hein. J'ai rigolé jusqu'à la fin. Non, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de désespoir non plus, puisque je rigole. Mais bon, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde des reportages animaliers maintenant. C'est tout, j'arrive plus à écouter les gens. Là, au moins, j'arrive à... Tu vois, hier soir, j'ai écouté un chant de cacatoès pendant 1h30. Ouais, non, c'est bien. Je préfère ça à un discours de François Hollande, tu vois. Ah ouais, je trouve ça plus constructif, plus réaliste. Ça peut marcher. Amis internautes, l'heure est grave. C'est au tour du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, de s'en prendre au mouvement de la quenelle. Sur ordre du CRIF, toujours les mêmes inquisiteurs, ce cuistre inconsistant aurait convoqué le chef d'état-major de l'armée de terre pour sanctionner 2 de nos valeureux soldats français, coupables d'avoir exécuté une quenelle en pleine rue devant une synagogue. Voilà un petit peu ce qu'il aurait reproché. Aux yeux du pouvoir, le geste de la quenelle, donc, serait un geste criminel. Oh, qu'est-ce qui arrive? Entre un salut nazi et un bras d'honneur. Ça veut rien dire. Là aussi, il va y avoir certainement un procès. Mais alors, qu'est-ce que c'est alors la holla? C'est quoi la holla? Et tous ces gestes que chacun, les artistes, regardez, ces chanteurs et tous ces gens qui font des signes, regardez, c'est quoi ça? C'est pas les nazis, c'est quoi? Merde. Il y a un enfant en classe qui dit, oh là-bas, c'est quoi? C'est aussi un salut nazi? Bande de connards! Et le changement, c'est maintenant, ça c'est pas un geste obscène. Et c'est issu de quoi ça? C'est Sieg Heil aussi, c'est changement, une dans ta gueule, une dans ton cul. On a compris le Drian? Ah merde, je vais m'énerver à la fin. Pour ma part, il s'agirait plutôt d'un geste illustrant le panache de l'homme libre face à ces geôliers du système. Voilà ce qu'est la quenelle. Il n'y a dans ce geste de la quenelle qu'honneur, panache
et vérité. La meilleure illustration en est d'ailleurs ce soutien spontané de ces jeunes militaires. Regardez, tous ces militaires, ces policiers qui nous envoient des quenelles. Tout le monde veut leur apporter le secours, dans la gendarmerie, dans la police. Bien, continuez à nous envoyer des quenelles. Cachez vos gueules pour l'instant ou pas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faut se mobiliser, hein, plus que jamais. Et si, parce qu'il m'appartient aussi de vous donner une définition de la quenelle, la meilleure illustration de la quenelle, si je devais en faire une et s'il devait rester une définition, je dirais que ça ne m'appartient pas, elle appartient à Romain. Romain, c'est un ange de la quenelle, un jeune homme de 17 ans qui nous a quittés en décembre dernier. Il a sauté les piquets. Quenelle dans le fion de l'institution médicale, regardez-le, alors qu'il est en phase terminale du cancer. Voilà, c'est ça, ce que j'appelle le panache. C'est ça que j'appelle une quenelle. Vous voyez, c'est le panache de l'homme, hein, face à son destin. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la lumière de Romain. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous pissons sur vos institutions, monsieur Le Drian, et déféquons sur votre gouvernement, hein, ainsi que sur votre République et sur votre démocratie de merde. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pour un coup d'État militaire, pourquoi pas, par la farce et la non-violence, hein, toujours, par la quenelle, ce que les militaires ont commencé à faire, et ils l'ont bien compris. Notre objectif est de vous la foutre dans le cul bien profondément. L'heure est grave et nous avons décidé de former le CNT, donc Conseil national de transition par la quenelle. Nous appelons tous les pays libres, hein, comme la Syrie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, à nous reconnaître, nous, CNT français par la quenelle. Nous sommes en train d'élaborer d'ailleurs une nouvelle constitution. Notre objectif principal étant d'organiser des élections vraiment libres en France, dans ce pays, d'ici à 2 ans. Pour en finir, si vous voulez, une bonne fois pour toutes avec cette classe politique de merde, hein, qui nous empêche même de faire des quenelles dans la rue aujourd'hui. Nous allons choisir, et ça sera donc à cette nouvelle constitution de le définir, quel genre, le mode. Alors, est-ce que ce sera par tirage au sort? C'est vrai que ça paraît assez raisonnable, ce sont de bonnes idées. Ce sera à la France et aux Français de choisir quel sera le mode de scrutin le plus raisonnable et le plus partial. Je terminerai en vous disant que le 19 septembre prochain, à 13h30, à la 12e chambre correctionnelle du TGI de Paris, tribunal de grande instance, nous attaquons, hein, moi et mes co-auteurs, hein, Germain Gueff, Ilich Ramirez Sanchez, Carlos Stranieri, d'autres, Cindy Léonie, présidente de SOS Racisme, hein, ou SOS Sionisme, je ne sais plus exactement. Donc venez nombreux. Hein, je vous rappelle, Cindy Léonie a dit « Dieudonné ne fait plus rire personne ». Qu'est-ce qui t'arrive, cocotte? On ne connaissait pas, mais là, franchement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une accusation grave, surtout lorsque vous exercez la profession d'humoriste. Ne faire plus rire personne, ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'êtes plus en mesure d'assumer votre fonction, et donc votre travail, hein, et par votre conséquence de nourrir votre famille. Je comprends bien que c'est le souhait de Cindy Léonie que j'arrête de bosser, mais non, hein, malheureusement, Cindy Léonie, on t'aura oublié demain, après-demain, je serai encore sur scène. C'est une diffamation très très grave auquel elle va avoir à répondre. Et croyez-moi que je vais poser la question au juge, parce que le préjudice moral est très important. Votez pour cette pétition. Mettez-vous sur la pétition de la LICRA, allez-y. Là encore, derrière toute cette gesticulation du gouvernement actuel, c'est la cause et la votez pour que la LICRA soit dissoute. Vous allez voir les conséquences et les répercussions extraordinaires. Donc, soutien aux militaires, soutien à l'armée française, aux policiers, aux gendarmes, soyez avec nous, quenelle dans ton cul, Le Drian, quenelle! Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors ceci n'est pas un sketch, hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4
rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturae Carta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pourquoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous.
Retournons ensemble sur la terre d'Israël. S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des Juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les Juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. Chers amis internautes, bonsoir, bonjour. Oui, vous remarquez bien, évidemment, la pression monte, l'heure est grave. Un peu partout dans le monde, une guerre civile, une guerre mondiale est annoncée. Sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sensibles, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, atterré ici dans ma loge, c'est difficile d'être actif. Heureusement, il y a l'Internet. 4e dimension, au recoin encore inexploré. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Moammar Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman, tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Moammar. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors mes pensées ne vont pas seulement, en ces moments douloureux, à la famille de Moammar, qui d'ailleurs a été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés malgré eux dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu. Oh, ce sont des soldats français qui ont fait le sale boulot, il faut quand même. J'ai envie de chialer. Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage et provoqué le chaos dans le pays qui était le plus développé d'Afrique. Par l'Afrique du Sud et encore. Ce qui était le pays le plus grand, Moammar a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à plaindre qu'à blâmer. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, courage et dignité. Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Moammar. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain, Voratan Elambala, patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Merci, Moammar. Nabot, où vous m'avez bienvenue dans la maison de Nzambé, de Nzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Moammar doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non, mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez le plus vite possible.
Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Hein. Bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile approche, mes amis, réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement 2 autres sujets. L'agression à Vigneux de 2 jeunes Françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens, ou devrais-je une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces 2 jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Hein. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs, alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, hein, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers, sachez-le, et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en 2e point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Foresson et Paul-Éric Blanc-Rue. Que font les autorités morales de ce pays? Où sommes-nous? Moi, persuadé qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, hein, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le CRIF aurait été là. J'ai attendu quelques semaines, terré dans ma loge ici, dans un silence résigné. J'attendais l'exécution de mes 2 camarades au penchant suicidaire. Et rien ne s'est passé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gaz passait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, c'est l'impression qu'on en a eu, et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche, si promptes à réagir en pareilles circonstances? Où sera-ce la vérité? Nous sommes perdus. Au même moment, Charlie Hebdo est en flammes. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite, tout le monde s'en fout. Ah, c'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde. Pourquoi? Parce que déjà ça schlingue. Et puis moi j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression, mais comment se fait-il que nous n'avons pas droit? Chaud ananas. Et moi je demande le soutien de Paul-Éric Blanc-Rue et de Robert Foresson. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause et Ahmed Moinet qui est en tant que rédacteur en chef du site La banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaud ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi je vais gueuler, hein, et je vais envoyer une lettre au président de la République, et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz que c'est vrai. Dites-le, Robert, dites que c'est vrai que ça a existé. Parce que nous, on est comment maintenant? On n'a plus rien? On est comme des cons? On n'a plus de chambre à gaz? Je fais comment, moi? Ben j'ai des gaz. Vous pensez? Allez, je me casse. Je suis trop énervé, hein. Puis en plus, je suis repéré, je crois.